c'est vraiment avec des consensus des parties prenantes et des experts. Donc, ça nous permet de venir créer euh, euh, les règles de l'art, le savoir-faire et puis de le diffuser. Si on regarde rapidement autour de nous, il y a plusieurs normes qui viennent nous toucher dans notre vie de tous les jours. Si ça se trouve, les cartes de crédit qui répondent à des normes, à des technologies, hein. Si on est capable d'utiliser notre carte bancaire dans tous les pays du monde, c'est parce qu'on a établi des protocoles de communication qui sont normalisés, qui se parlent entre eux. Euh, les codes de monnaie ou les codes de pays nous permettent aussi de parler ensemble de la même façon. Alors, on met le dollar canadien, le dollar américain, l'euro de la même façon partout dans le monde. Les formats de papier, hein, l'imprimante, il faut juste, nous les Nord-Américains, quand on va en Europe ou vice-versa, on voit là, que on n'a pas la même normalisation du papier de part et d'autre euh, du monde. Donc, ça nous permet, ça facilite la tâche aux fabricants quand ils ont à vendre des imprimantes pour un continent donné, d'avoir des formats de papier uniformes. Alors, euh, maintenant, qui fait les normes internationales? Donc, c'est l'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Donc, attendez une petite seconde, voilà. Donc, l'ISO. Comment l'ISO fait une norme? Alors, elle va partir d'un besoin qui est issu du marché. Alors, l'ISO ne décide pas de son propre chef d'établir une norme sur la compatibilité des logiciels de communication. Ben, bon, là, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas l'ISO qui fait les logiciels de communication, mais c'est pas l'ISO qui va décider de faire une norme sur la qualité du compost, admettons. Alors, c'est l'ISO qui décidera de faire une norme si le besoin a été issu du marché, c'est-à-dire s'il y a un pays qui a monté un document et qui lui a proposé la pertinence de faire une norme et par la suite, c'est bien analysé par eux et c'est comme ça qu'on débute une norme. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de la norme ISO 26000. Cette norme-là est issue d'une demande des consommateurs, alors du groupe des consommateurs à l'ISO. Et c'est eux qui ont adressé la demande à l'ISO pour leur dire, ben, me semble qu'il serait intéressant de mettre en place un cadre de référence pour la responsabilité sociétale des organisations. Alors, l'ISO, il faut savoir que c'est plus de 21 000 normes au catalogue. C'est immense. Dans toutes sortes de secteurs. Alors, on peut parler du développement durable, des changements climatiques, de l'économie verte, de l'environnement, de la qualité de l'énergie, de l'agroalimentaire, etc. L'ISO en chiffres, juste pour vous dire, il y a plus de 100 000 experts qui travaillent à travers le monde pour mettre en place ces 21 000 normes et plus de 229 comités techniques. On dit que de par le monde, il y a environ 7 réunions de comités techniques par jour à travers la planète qui se penchent là, à écrire et à mettre en place des normes. Donc, comme je le soulignais tout à l'heure, quand l'ISO met en place une norme, elle a établi un processus de consensus à travers les pays. L'ISO est une fédération privée où on regroupe les organismes nationaux de normalisation de chacun des pays membres. Il y en a 161, dont une grande partie, si c'est non la quasi-totalité là, des pays francophones, ont un organisme de normalisation et sont membres de l'ISO. Alors, un processus robuste d'élaboration de normes, je pense que c'est important de souligner. Le processus d'élaboration de normes de l'ISO est encadré et surveillé par le secrétariat central avec des normes. Ils ont eux-mêmes fait des normes pour faire des normes. C'est un processus d'élaboration qui est très sérieux, rigoureux, surveillé et
donne des résultats tangibles de façon très efficace. Alors, peut-être juste pour vous donner un petit exemple rapidement d'une norme là, qui est peut-être susceptible de vous intéresser parce qu'il va toucher quand même un domaine important de l'environnement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, la mise en place d'une norme internationale. Tout récemment, l'ISO a fait un appel à tous les pays, c'est-à-dire ces 161 pays membres, pour mettre en place une norme sur les systèmes sanitaires non reliés aux égouts. En fait, ou peut-être plus toilettes sèches ou toilettes qui n'utilisent pas d'eau. Euh, Cette norme-là est venue d'un besoin. En fait, ce besoin-là a été manifesté par les États-Unis, qui ont été sensibilisés par la fondation Bill et Melinda Gates, qui, eux, ont pour mandat et mission, en fait, de mettre en place des normes, des critères, comment dire, des conditions de vie équitables à travers le monde. Et ils ont identifié que la problématique des toilettes non reliées aux égouts était majeure, était un problème social et environnemental qui devait être solutionné. Et ils ont vite compris que pour être en mesure de doter la planète de toilettes qui sont facilement, qui ont une efficacité euh, bien déterminée, un coût qui est moindre et une facilité d'utilisation et de fabrication, une norme internationale viendrait grandement faciliter la vie de tous. Et c'est de cette façon que l'ISO a consulté ses pays membres et là, on attend la réponse. Et si la réponse est positive, le comité se mettra en branle dans chacun des pays. Et à ce moment-là, on mettra des comités miroirs dans chacun des pays pour donner la position nationale sur la norme qui sera arbitrée et par l'ISO. Et par la suite, on pourra éditer et publier cette norme-là dans la bibliothèque de l'ISO. Alors voilà pour qui fait les normes internationales. Alors, pourquoi faire des normes? Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, et avec l'exemple que je viens de vous présenter, ça vous illustre bien que l'idée de faire une norme, c'est d'établir un langage commun entre toutes les parties prenantes. Donc, si on reprend l'exemple des toilettes, on pourra, à partir du moment où on viendra bien décrire ce qu'on s'attend pour ce type de technologie-là, se comprendre à la fois chez les utilisateurs, on peut penser les firmes d'architectes, les grands donneurs d'ouvrages dans les villes pour le développement domiciliaire, etc., et à la fois pour les fabricants et pardon, les fabricants. Alors ça vient faciliter la compétitivité économique parce que on est en mesure de mettre en place des critères uniformes pour un produit ou un service. Ça vient faciliter l'accès à de nouveaux marchés. L'exemple des toilettes sèches ici en est un aussi. Le fait d'avoir un bailleur de fonds comme la Fondation Bill et Melinda Gates qui mettra visiblement des montants disponibles pour l'achat de cette technologie-là et la mise en place d'une norme viendra créer un nouveau marché. Les normes, comme je le soulignais tout à l'heure, sont aussi des vecteurs d'innovation et de création de connaissances à partir du moment où on met les experts ensemble à travers la planète pour établir les critères d'opération ou d'utilisation d'un produit ou d'un service. On vient à ce moment-là écrire et camper des meilleures pratiques qui sont par la suite facilement, on peut les diffuser plus facilement parce qu'elles sont écrites, elles sont contenues dans un document qui émane d'un organisme crédible et qui nous permet par la suite de disséminer l'information sur ces normes-là. Alors, les normes aussi, ce qui est important de dire, sont à la base du commerce intérieur et extérieur. Il faut savoir qu'avec les accords de l'OMC, on demande à ce que les pays, dans leur réglementation,
basent leurs règlements sur des normes internationales pour éviter de mettre en place des obstacles techniques au commerce. Alors, si la norme est la même pour tous, on a des chances plus favorables et égales d'avoir accès aux différents marchés. Et un autre point important pour les pays en développement, ça permet d'intégrer la chaîne de valeur internationale. Donc, évidemment, comme je viens de le souligner, si on veut avoir accès au marché, il faut avoir des produits et des services qui sont conformes aux normes et ça nous ouvre à ce moment-là les marchés. Alors, l'association Réseau Normalisation et Francophonie. Alors, hop là, je vais juste reculer un tout petit peu parce qu'avec la transformation en PDF de notre document, j'ai un petit peu perdu des animations. Je vais juste prendre un petit gorgée d'eau. Vous ne me voyez pas, mais voilà, c'est fait. Alors, notre mission au RNF, c'est de favoriser l'essor de la francophonie économique au moyen des normes comme outil de développement économique durable. Alors, comme je vous le soulignais tout à l'heure, les normes sont de puissants leviers pour le commerce intérieur et extérieur parce qu'ils sont à la base des marchés. Donc, notre contribution comme organisme qui réunit notamment les organismes nationaux de langue française, les organismes nationaux de normalisation de langue française, ainsi que toutes les autres parties prenantes qui croient dans la norme comme outil de développement économique. Euh, on a pour objectif de travailler en francophonie économique, justement pour favoriser la mise en réseau de nos parties prenantes pour avoir, c'est ce qu'on fait, on facilite la mise en réseau et c'est ce qu'on est en train de faire de façon tout à fait concrète et tangible ici avec cette opportunité qui nous est donnée par RSE et développement pour parler de normalisation et fédérer les actions en normalisation dans l'espace francophone. Alors, l'autre mission qu'on vise à faire, c'est d'accroître la participation et l'influence des francophones dans les activités de normalisation internationale. Comme je vous le soulignais tout à l'heure, à l'ISO, ce sont les pays qui donnent leur voix et qui donnent leurs commentaires sur les différentes normes. Alors, il est important que les pays de la francophonie puissent eux aussi exprimer leur voix dans ces travaux internationaux. Donc, c'est un des objectifs que nous avons parce que, comme on dit communément chez nous, qui fait la norme fait le marché. Alors, plus on a la chance d'agir en amont sur l'élaboration des critères d'une norme qui viendra intervenir dans nos marchés, ben, on favorise le développement de nos activités commerciales. Et notre troisième champ d'action, c'est de promouvoir l'usage des normes comme outil de développement économique durable. Alors évidemment, on essaie de mettre en place des actions qui permettent de donner de la connaissance sur l'utilisation des normes pour favoriser l'intégration à l'économie sociale, principalement en Afrique. Alors, ici, justement, je voulais vous le souligner, on est majoritairement présent en Afrique avec 67% de nos membres parce que l'avenir de la francophonie est beaucoup en Afrique. Alors, j'ai plusieurs collègues africains ici au nombre des participants. C'est un continent qui sera vraiment en émergence et en croissance économique dans les prochaines années, non seulement économique, mais démographique. Alors, voilà. Alors, notre contribution à la francophonie économique, c'est mettre en place un centre permanent d'échange, promouvoir l'utilisation du français dans les négociations internationales, faire du renforcement de capacité, notamment auprès de nos collègues africains, et de mettre en place des projets porteurs qui viennent réaliser nos trois missions. Peut-être rapidement ici, on a un projet phare qu'on souhaite vraiment déployer cette année, qui est le projet Femmes, Jeunes et Normalisation.
qui sera fait en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce projet-là aura pour objectif de mettre en place dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne des cellules nationales femmes, jeunes et normalisation. Donc, à l'image de communautés de pratique, ces cellules-là seront comprendront des adhérents, des jeunes, des femmes, mais bon, évidemment, on ne refusera pas personne. Et l'objectif, c'est d'utiliser ces cellules-là comme canal de communication pour faire du renforcement de capacité et des activités de sensibilisation et de formation à la normalisation selon les secteurs d'activité économique que les pays auront identifiés. Ces cellules-là seront animées de deux façons, c'est-à-dire qu'elles sont animées avec le numérique et les réseaux sociaux, d'une part, d'un côté international, et elles seront aussi animées in situ par les organismes nationaux de normalisation détenteurs d'une cellule, avec des activités de formation en bonne et due forme sur les différentes normes qui auront été identifiées comme étant porteuses pour l'économie du pays. Ça permettra aussi de faire fédérer les gens sur un sujet qui est la normalisation et les contrôles de qualité. Ça nous permettra de jeter les bases d'une culture de la normalisation en Afrique et de faire un partage aussi de bonnes pratiques. Alors, en résumé, la cellule nationale Femmes, Jeunes et Normalisation sera un guichet de service dans les différents pays pour diffuser de la formation et de l'information sur les normes. Alors, c'est à surveiller. Donc, avec ce que l'on fait, on a, pardon, je vais juste revenir, on a une action à double incidence. Là, ici, ma petite animation n'a pas très, très bien fonctionné, mais en fait, en faisant le renforcement de capacité, on aide les gens du Sud à intégrer la chaîne de valeur internationale. Et pour le Nord, mais on sécurise l'environnement des affaires et puis on facilite, merci Joël d'avoir fait apparaître tout ça, et on facilite les investissements, les conditions d'investissement dans les pays du Sud. Donc, je pense qu'on pourrait prendre une petite pause ici avant d'amorcer le deuxième sujet. Alors là, je vais me laisser guider par Joël. Ok, ok, merci beaucoup Marie-Claude donc, pour ces deux premières parties donc passionnantes. Merci aussi d'avoir bien précisé ce qu'était le réseau de normalisation et francophonie, pardon. Et alors justement, on avait une première question donc de monsieur ou madame Souili, qui était de avez-vous des représentations au Maroc? Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir comment vous fonctionnez avec les pays. Je vous redonne la parole. Oui, on a une représentation au Maroc, tout à fait. C'est avec l'IMANOR, l'Institut de normalisation du Maroc. Et de la façon dont on fonctionne, comme je le soulignais, nos adhérents sont les organismes nationaux de normalisation. Historiquement, c'est eux qui ont fondé le réseau à la base, mais petit à petit, on s'est mis à admettre toutes sortes d'autres parties prenantes, consultants, firmes d'avocats, ministères qui se sont intéressés et qui ont décidé de devenir membres du réseau Normalisation Francophonie pour favoriser des actions et des projets porteurs tels celui que je vous ai énoncé tout à l'heure, Femmes, Jeunes et Normalisation. Alors, la seule condition pour devenir membre du réseau, c'est d'être une personne morale. On n'accepte pas les personnes physiques pour l'instant. Mais on n'est pas obligé d'être membre du réseau non plus pour faire partie des cellules ou des autres, euh, des autres activités. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a plusieurs autres questions. Donc, une autre question. Alors, c'est monsieur Souili. Voilà, excusez-moi, je n'étais plus sûre tout à l'heure. Alors, on a une question d'Evelyne Sané, donc, qui était de savoir si vous avez déjà un planning pour vos formations sur la normalisation à l'international. Voilà, donc ça c'est une première question et je vais en profiter. On avait une autre question sur les aspects formation, question qui était sur l'intérêt aussi de suivre des formations qui permettent d'être accrédité pour pouvoir conduire des audits
de vérification, de certification RSE. Je vous redonne la parole pour ces deux questions, Marie-Claude. Alors, concernant les plannings, ils ne sont pas encore déployés parce que, bien que le réseau de normalisation existe depuis 2008, on a été créé en OBNL seulement depuis 2 ans. Et la dernière année a vraiment été consacrée à la mise en place d'un portefeuille de projets qui vient cibler les 3 actions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on est en train de bâtir justement notre stratégie de formation et on pourra la diffuser. Alors, de toute façon, j'ai laissé mes coordonnées à la fin de la présentation. Les personnes qui assistent, vous pouvez m'écrire et je vous mettrai sur la liste de diffusion de nos activités avec grand plaisir. Et la deuxième question concernant les formations accréditées pour devenir auditeur, il faut se référer à ce moment-là à notre organisme national de normalisation. Donc, dans chacun des pays, ce sont eux qui sont responsables pour mettre en place les différentes formations qui permettent d'agir comme auditeur. D'accord, merci beaucoup, très clair. Alors, ensuite, on a une question de Raphaëla, et puis une remarque qui souligne que beaucoup de consommateurs en Afrique subsaharienne ne sont pas au courant des normes sur les produits de consommation et qui se demandent donc si la normalisation est opaque et réservée à des personnes aguerries. Voilà, et qu'est-ce qui est fait pour la sensibilisation des consommateurs et pour rendre accessibles donc les normes à l'ensemble des consommateurs. Je vous repasse la parole pour cette question. Écoutez, je partage tout à fait ce commentaire et cette remarque avec une nuance, c'est que la normalisation ne se veut pas opaque et souhaite une démocratisation et c'est justement l'objectif de notre réseau de normalisation francophonie. Cela dit, il est vrai qu'en Afrique subsaharienne, les normes sont peu connues et c'est encore une fois un des mandats qu'on se donne au réseau de normalisation francophonie et notamment avec le projet Femmes jeunes et normalisation, c'est vraiment de créer un mouvement où on va parler de normalisation et de l'importance de la normalisation. Les consommateurs sont des parties prenantes piliers et très, très importants au sein des comités de normalisation. Donc, justement, quand on parle de renforcer la participation des pays francophones aux activités de normalisation internationale, il sera important pour nous au RNF de développer euh, des réseaux qui nous permettront de rejoindre les consommateurs pour les sensibiliser et les informer et les faire participer à l'élaboration des normes. Euh, Notamment, il y a plusieurs organisations de consommateurs qui sont actifs. Justement, au Cameroun, je ne sais pas si j'ai des gens du Cameroun qui sont en ligne avec nous. Je n'ai pas le nom exact, mais on a une organisation qui est formidable au Cameroun et qui a un grand réseau de consommateurs et ils les informe sur la normalisation. Alors oui, c'est vrai que c'est une information qui est déficiente en Afrique subsaharienne. On compte s'y attaquer, mais non, on ne souhaite pas que la normalisation soit opaque et on veut la démocratiser le plus possible. D'accord, merci beaucoup. Ah oui aussi, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit, enfin sur la question d'Evelyne et votre réponse. Donc quand vous avez un planning de formation, donc on est aussi ravis d'en faire la publicité sur notre site et dans notre lettre d'information. Donc n'hésitez pas. Après on avait une question de Evelyne. Ouais, donc voilà. Si c'est faisable. Evelyne, donc une question d'Evelyne Picheneau, donc du Comité économique et social européen, puis aussi du CESE France, membre d'honneur. Quelles informations aux opérateurs économiques et en particulier quelles informations des PME sur l'existence des normes? Est-ce qu'il y a des outils dédiés aux PME? Et je vais compléter aussi la question, parce que moi j'avais une question qui rejoint un peu ça, c'est de savoir, on entend souvent que c'est plus cher pour des petites entreprises ou des petites entités d'obtenir une certification. Donc comment on peut gérer ça quand on est une petite entité? Comment on peut gérer le coût et la complexité d'une certification? Je vous redonne la parole.
Ben, ce sont effectivement des questions qui préoccupent beaucoup les petites et moyennes entreprises. J'aurai justement à la fin de ma présentation quelques points là-dessus et des conseils pour éviter les embûches lorsqu'on met en place des certifications. Euh, mais évidemment, oui, il existe beaucoup d'outils quand même mais qui sont pas nécessairement fédérés. Et au travers justement des cellules femmes, jeunes et normalisation, on va avoir un volet où on va tenter justement de mettre en réseau et de favoriser le partage d'outils de mise en place selon les différentes normes. Si on parle, admettons, de normes en agroalimentaire, on pourra mettre en réseau les entrepreneurs qui souhaitent mettre en place des normes sur la salubrité alimentaire pour qu'ils puissent partager leurs bonnes pratiques. Euh, il existe beaucoup d'outils à travers la francophonie, mais il reste à les fédérer et c'est un champ d'action. Voilà un beau projet qu'on pourra financer et mettre dans nos cartons éventuellement. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, il y a encore d'autres questions même. Donc, toujours la question sur les formations approfondies sur la RSE et plus particulièrement sur les ISO 26000. Peut-être je vais faire la suite des questions et puis vous répondez globalement. Donc, est-ce qu'il y a des formations donc approfondies sur la RSE et plus particulièrement sur ISO 26000? Il y a peut-être une réponse différente que pour la réponse que vous avez faite pour les formations sur les normes en général. Euh, et une question d'Evelyne Picheneau, euh, comment les États peuvent gérer le non-respect des normes privées? Voilà, la question est très claire. Voilà, je vous laisse répondre. Euh, Concernant les formations, oui, il en existe plusieurs sur la RSE et ISO 26000. Je pense d'ailleurs votre organisation, Joël, va en donner une bientôt avec notre collègue français sur comment implanter ISO 26000 dans les entreprises. En fait, moi, ce que je suggère aux participants, euh, quel est le nom déjà du présentateur qui va vous faire cette présentation-là, Joël? Vous rappelez-vous? Euh, c'est Pierre Mazot. Voilà, Pierre Mazot. Pierre Mazot a été très, très impliqué dans l'élaboration de la norme ISO 26000, donc je vous invite à vous inscrire à ce webinaire-là. Et pour savoir s'il y a d'autres formations, la meilleure chose, ce sera d'aller sur le site web de votre organisme national de normalisation et vous pourrez voir s'il y a des formations précises là, sur ISO 26000. Et concernant la deuxième question, comment les États peuvent-ils gérer le non-respect des normes privées? Eh bien, la réponse est assez simple, c'est que les États ne s'ingèrent pas du tout dans ces questions-là, à moins qu'il y aurait des problèmes de sécurité importants. Et ça fera partie, justement, je pense que ça introduit bien ma deuxième partie, où je vais vous montrer un peu les composantes là, des certifications et les critères de compétences là, qu'on doit vérifier lorsqu'on on analyse des certifications RSE. D'accord, ok. Donc je propose que nous continuions. Voilà, j'ai mis aussi le lien pour l'inscription pour le webinaire du 1er juillet sur ISO 26000. Donc je vous laisse continuer, Marie-Claude. Oui. Alors, quelle certification choisir en RSE et ce qu'il faut savoir? Laquelle choisir? Alors, je pense que tout comme moi, oups, vous serez à même de constater que dans nos vies, on constate une multiplication des certifications privées, des labels, des appellations qui vont de l'équitable, solidaire, durable, éthique. Chez nous, on dit alouette. Je sais pas si j'ai essayé de chercher hier si c'était une expression de la francophonie. J'ai pas trouvé, mais bon,
Nous, on dit alouette quand on sait plus où se donner. Alors, on finit par plus savoir à quel sein se vouer quand on parle de certification RSE. Alors, première chose, différentes catégories de certification. Oups là. Il en existe deux. Il faut différencier entre euh, les certifications de produits et les certifications pour les organisations. Donc, une certification peut d'abord viser un produit, son mode de fabrication, les composantes qui sont intégrées dedans, les critères de- d'éthique qu'on a mis autour de la chaîne. Alors à ce moment-là, c'est le produit qui est certifié et c'est lui qui sera identifié par un logo. Alors, c'est probablement la certification RSE la plus courante. Le deuxième type de certification RSE, c'est la certification qui va certifier l'organisation. À ce moment-là, on va venir certifier la conduite de l'entreprise et non ses produits. On va venir regarder comment cette entreprise-là se fonctionne à la lumière de différents critères, se comporte, pardon, à la lumière de différents critères, et c'est son système de gestion qu'on va venir certifier. Alors, on voit qu'il y a une multiplication de ces euh, certifications-là du côté de la RSE parce que assez rapidement, les entreprises se sont rendues compte que de mettre en place une certification pour leurs produits, ben, ça leur donne, ça leur permet de les mettre en valeur, de les différencier et souvent de mettre des prix de vente qui ont des marges bénéficiaires plus importantes. Alors ici, rapidement, sur cette slide-là, j'ai mis différents logos de certification RSE que vous avez sans doute déjà vu. Alors, rapidement, ici, on a Écossaire, qui est en fait, là, je ne peux pas pointer, mais bon, Écossaire, c'est celle qui est juste dans le milieu à droite et bioéquitable qui est à gauche, en bas. Alors ici, on vient, c'est des certifications de produits, les deux, et c'est vraiment, ça permet aux acteurs de l'agriculture biologique de faire valoir leurs produits équitables, solidaires et responsables. Donc, les produits qui sont souvent mis sous ces logos-là, c'est souvent le beurre de karité, le cacao. Donc ici, on va venir certifier la production, l'exportation, l'importation, la transformation et la distribution. Ensuite, une autre certification de produits, c'est Fair for Life. Alors, ce sont des produits où on vient ici analyser les conditions de production et les relations commerciales. Alors, Fair for Life, c'est celui en haut à droite. Euh, Ici, on va venir analyser la production, l'importation et exportation. Ensuite, on a une autre qu'on voit souvent, c'est Fair Trade. Alors, c'est celle dans le milieu en noir et blanc. Ici, c'est parti de la petite histoire. Ce sont des Néerlandais, en fait, un Néerlandais Francisco van der Hoff, qui a constaté que les travailleurs du café n'arrivaient pas à tirer un revenu convenable de leur production. Et il a proposé à l'organisation européenne Solidaridad de les soutenir et de mettre en place une certification qui permettrait de leur donner aux producteurs de café un véritable soutien en recevant un prix juste pour la valeur de leur production de café. Alors, encore une fois, ici, une autre certification de produits qui fait le lien entre le producteur et le consommateur et qui
met en lumière, en fait, des conditions d'échange commercial plus justes et qui donnent un pouvoir aux producteurs de café versus la chaîne d'acquisition et ses grands donneurs d'ouvrages. Ensuite, on a Rainforest Alliance, qui est la petite grenouille verte à gauche, une autre certification de produits, ici qui vient mettre en lumière la protection des forêts tropicales. Alors, c'est une certification forestière qui intègre des critères sociaux, environnementaux et économiques. Alors ici, on vient vraiment certifier la production. Donc, on vient préciser que les produits qui sont issus de cette production-là certifiée ont été faits dans un contexte où on conserve la biodiversité. UTZ Certified, qui en est une autre aussi, une autre certification de produit. On a la World Trade Organization, qui est à peu près dans le milieu, en vert et bleu. Celle-là, c'est une certification d'organisation. Alors, vous ne retrouverez pas ça sur les produits, ce logo-là, parce qu'on vient vraiment ici attester que l'organisation répond à des normes équitables qui ont été fixées par l'organisme qui s'occupe de ce logo-là. Et puis, il y a différents secteurs qui sont concernés. On retrouve des certifications dans le domaine de l'alimentation, l'artisanat, les produits cosmétiques et les vêtements. On a aussi les écolabels. En fait, l'écolabel européen qui est un petit peu en haut avec la petite fleur en étoile ou la marque NF Environnement pour la France. Les écolabels, eux, viennent préciser les conditions de fabrication des produits dans un contexte environnemental, de respect des conditions environnementales. Donc, c'est l'impact ou d'un service aussi, hein, pas seulement les produits, mais les produits et services. Donc, l'eau, l'air, l'énergie, on s'attend à ce que le cycle de vie de ces produits-là soit bien en contrôle. Alors ici, j'en ai placé d'autres qui sont les aménagements forestiers, hein. Évidemment, quand on parle de concept de développement durable, c'est intimement lié aux ressources naturelles du secteur forestier. Alors c'est là que, notamment à l'occasion du Sommet de la Terre qui a été célébré à Rio de Janeiro en 1992, on a initié l'idée de mettre en place des cadres internationaux sur l'aménagement forestier durable. Donc, vous en avez plusieurs ici, dont FSC, qui est très certainement le plus connu à travers le monde, qui à la base était pour les zones forestières des pays en développement, mais que maintenant c'est vraiment adapté dans toutes les différentes régions du monde. Ça aussi, ce sont toutes des certifications de produits. Vous avez SFI aussi, qui est conçu à l'origine par les industriels américains, mais que petit à petit, c'est développé à travers le monde. Ça, c'est SFI, c'est celui qui est haut, au milieu. Vous avez aussi American Tree Farm System, qui là aussi regroupe des petits propriétaires forestiers des États-Unis qui ont voulu développer leur propre certification et ont mis en place ce système-là qui vient définir des critères d'aménagement forestier durable. Et puis, peut-être juste pour vous préciser, le petit logo à droite, PEFC, qui est Program for the Endorsement of Forest Certification SHAM. Celui-là, c'est vraiment un programme de reconnaissance des certifications. Donc, on voit, il y a des certifications qui se mettent en place, puis après coup, on essaie de voir à circonscrire les règles de mise en place de ces certifications-là par des programmes de reconnaissance de certification. Alors, voilà pour
les aménagements forestiers durables. Et puis évidemment, des incontournables aussi dans le secteur, les normes ISO. On a la 26 000 sur la responsabilité sociétale des organisations, la 9 000 sur le management de la qualité, la 14 001 sur le management environnemental, la 18 001 sur les règles de santé et sécurité au travail, qui est en train de devenir la 45 001, donc qui est présentement en travail là, avec des comités de normalisation, comme je vous l'ai expliqué en début de présentation. Ensuite, on a la 50 001 sur le management de l'énergie. On a la 37 001 sur les systèmes de management anticorruption. Alors là aussi, ce sont tous des systèmes qui peuvent être intéressants dans le contexte de la gestion des certifications en RSE. La 30 001 qui est le management du risque. Alors, panoplie de logos, de normes et de programmes de certification. À quoi et à qui se fier? Quoi chacun fait-il référence et quels sont les réels impacts pour les bénéficiaires? Ce sont tous des questions, j'imagine, que vous vous posez. Et on va tenter d'établir quelques critères et quelques règles là, qui nous permettent de préciser de quoi on parle. Bon, une certification, il faut comprendre que c'est une opération imbriquée entre un référentiel crédible et reconnu et une certification par un organisme de certification fiable. Donc, ce sont les deux grandes composantes d'une certification crédible. Donc, le référentiel, comme je le soulignais tout à l'heure, on certifie sur des critères. Ces critères-là doivent émaner, idéalement, vous devez aller voir qui a fait les critères de, de certification et qui est cet organisme-là et de quelle façon il le fait. Pour la certification, l'organisme de certification, c'est la même chose. Vous devez aller voir qui certifie. Souvent, on va voir certifier machin, machin, mais on ne voit pas qui a été l'organisme de certification. C'est important de regarder qui est l'organisme de certification et quel protocole de certification il a utilisé. Alors, le référentiel, comme je vous le soulignais tout à l'heure, il peut être de différents niveaux. Ça peut être une norme ou un cahier de charges privé ou ça peut être une norme ISO qui est plutôt publique. Alors, je réitère les critères de ce qu'est une norme. Alors, le référentiel, ce sera un document de référence qui est toujours d'application volontaire à moins qu'il soit référencé dans la réglementation. Encore une fois, qui est approuvé par un organisme de normalisation reconnu. Si ce n'est pas un organisme de normalisation, mais que c'est un organisme qui est reconnu dans le domaine. Ici, j'en ai nommé quelques-uns au niveau des organismes de normalisation. On a l'ISO, l'Association sénégalaise de normalisation, l'Association burkinabé de normalisation, l'ANOR au Cameroun, etc. Là, à ce moment-là, vous savez, quand ce sont les organismes nationaux de normalisation qui font vraiment partie du giron de l'ISO et qu'ils appliquent des règles strictes en matière d'élaboration de normes. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous devez aller voir quelle est la crédibilité et la reconnaissance qu'on accorde à l'auteur de ce référentiel-là ou de ce cahier de charge-là. Alors, ici, on a notre référentiel. Ah oui, et l'autre chose, c'est que c'est important que le référentiel soit le fruit de la réflexion d'un comité de normalisation qui est représentatif des parties prenantes ou du marché. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est la prémisse de base des normes ISO. Elles émanent du marché et elles sont faites par les gens qui utilisent ces normes-là. Si vous avez un référentiel qui n'est pas fait par un organisme de normalisation, vous devez valider ces choses-là aussi. Comment le référentiel a-t-il été fait? Est-ce que il émane d'une seule personne ou il émane d'un comité d'experts qui a été encadré à cet effet? Ensuite, vous avez la certification. Vous avez, au niveau de la certification, trois types de reconnaissance. La première, c'est l'autodéclaration. Alors, il est toujours permis, même sur les normes ISO, de s'auto-déclarer conforme à une norme. À ce moment-là, j'ai précisé il faut être vigilant. Quand on fait de l'autodéclaration, c'est nous
qui, comme entreprise, prenons la décision de s'auto-déclarer conforme à une norme. Donc, il n'y a personne qui est venu voir si ce qu'on dit est vrai. Euh, dans beaucoup de cas, ça peut être fait de façon très rigoureuse et sérieuse. Dans d'autres, ça peut être peut-être plus aléatoire. Alors, il faut y aller avec prudence. L'autre type de reconnaissance, c'est la certification de seconde partie. C'est quand, admettons, vous voulez vendre votre production de bananes à un distributeur alimentaire et que celui-ci va envoyer des auditeurs pour son propre compte afin d'aller valider si vos conditions de production sont adéquates. Alors, on appelle ça une certification de seconde partie. C'est l'acheteur qui va lui-même aller faire son inspection. Et la troisième, qui est la certification de tierce partie, celle-là, c'est vraiment, on va mandater un organisme tiers qui va donner un regard objectif sur l'évaluation des critères. Alors, le processus de certification, la façon dont il fonctionne, c'est la suite logique de la normalisation. Donc, à la base, on a la norme dans le milieu, ou le référentiel ou le cahier de charge, qui émane d'un organisme reconnu. Et l'idée, c'est de faire l'adéquation entre euh, s'assurer que le produit est conforme. Ça, c'est l'utilisateur, hein. Le consommateur, c'est ce qu'il souhaite. Lui, il veut que son produit est conforme, soit conforme à la norme sur laquelle il est basé. Et le fournisseur, lui, de ce produit-là, il souhaite démontrer que son produit respecte les critères et il veut le faire de la face souvent, il va avoir recours à un organisme tiers de certification et indépendant pour donner plus de crédibilité à sa certification. Alors, un fournisseur de services ou de produits qui souhaite mettre en place un processus de certification va s'adresser à un organisme tiers. Cet organisme tiers-là va aller dans l'établissement du fournisseur de produits ou de services pour vérifier que les critères sont bel et bien respectés. Il va faire un rapport d'audit et ce rapport-là va être vérifié par les dirigeants de l'organisme de certification et par la suite, il va émettre, l'organisme de certification, un certificat qui autorise l'entreprise à apposer le logo de certification sur ses produits dans le cas d'une certification de produit, ou qui autorise une entreprise à dire qu'elle est certifiée dans le cas d'une certification d'organisation. Et ça, c'est pour un temps limité. Et l'organisme de certification aussi va s'assurer dans le temps que les critères sont maintenus. En gros, quand un organisme de certification tiers va visiter un fournisseur de services ou de produits, ce qu'il doit retenir, ce qu'il doit avoir comme critère de validité et de confiance, c'est qu'il doit s'assurer que quand il n'est pas là dans l'organisation, les critères, il doit avoir la certitude, entre guillemets, il doit être convaincu que le fournisseur de produits et de services est en mesure de respecter le cahier des charges et qu'il va le faire. Donc, si le certificateur, à la suite de son audit, est capable de conclure que le système de fabrication ou de fourniture du service est en mesure de produire des produits et des services conformes à la norme, il va émettre la certification. L'autre chose que vous devez vérifier, c'est qui administre la certification et comment. Alors, un organisme fiable s'assure que les critères du référentiel seront respectés, comme je venais de vous le présenter. Donc, un organisme de certification tiers qui a des bonnes pratiques, il va consulter ses parties prenantes pour son protocole de certification. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en place le protocole de certification de son propre chef, il va s'assurer que ça tient la route avec les experts du secteur. Il va aussi vous donner accès à l'information, c'est-à-dire que le protocole de certification ne sera pas un document privé que personne n'aura droit de voir. Il va être transparent avec son information.
Il va y avoir une indépendance des contrôles, c'est-à-dire qu'il va s'assurer de mettre en place à l'intérieur de son organisme des règles de certification qui font en sorte que les auditeurs qui iront dans les entreprises n'ont pas de conflit d'intérêt ou d'apparence de partialité avec l'entreprise qui est visitée. L'autre chose, c'est la fréquence et la procédure de contrôle, hein. On n'émet pas une certification ad vitam aeternam. Il faut qu'il y ait, selon dépendamment de quel est le produit fait. Évidemment, on n'a pas une même fréquence de contrôle quand on certifie une ambulance que quand on certifie une production alimentaire. Donc, il faut s'assurer que il y a vraiment des règles et procédures pour encadrer ces règles-là. Il faut aussi qu'il y ait des mécanismes d'appel et des systèmes de plainte sur les certifications qui sont émises ou que le public puisse aussi se plaindre auprès de l'organisme de certification et que cette plainte-là soit prise en compte en bonne et due forme si jamais c'était fondé. Et une autre chose aussi qui peut être intéressante à vérifier, c'est de s'assurer que cette organisation-là de certification a une reconnaissance internationale, c'est-à-dire qu'elle est accréditée selon la norme 17065. Cette accréditation-là vient vous préciser que l'organisme de certification a été lui-même évalué par un tiers et ça vient préciser qu'il suit les règles de l'ISO en matière, les règles internationales de l'ISO en matière de certification. Donc, lui-même a été audité et avalisé à mettre en place des certifications de produits ou de services. Alors, ça ferait le tour de ma deuxième partie. D'accord, donc merci beaucoup Marie-Claude, donc on va en profiter pour prendre les quelques questions, poser les quelques questions qui sont venues. Donc merci beaucoup pour ces éléments très précis. Alors on a des questions d'Evelyne Picheneau, donc premièrement qui remarque que trop de logos tuent la labellisation et qui demande s'il existe un tableau comparatif des certifications. Donc qu'en est-il? Je vous laisse répondre. Ben, c'est une bonne question. Il y a plusieurs organisations qui en font des tableaux comparatifs de certification, mais ils sont tous faits selon le bon vouloir des différentes organisations. Moi, j'ai eu recours au Canada à celui qui a été fait par Équiterre. Donc, eux se sont penchés sur ce programme-là. Et je sais aussi que l'Institut de la francophonie pour le développement durable en a mis. Alors, peut-être que je pourrais les rendre disponibles pour les participants, les liens pour de l'IFDD et de Équiterre. Ok, très bien. Donc, je pense avec grand plaisir, ce serait très intéressant. Donc, les tableaux, je ne sais pas exactement quelle forme de ça, mais tableaux comparatifs, disons, de Équiterre et l'IFDD. Avec grand plaisir. On pourra les mettre dans le compte-rendu si vous, donc, si Oui, on peut les avec avoir plaisir. d'ici là, ce sera super. Merci beaucoup. Après, une autre question aussi, donc, qui est, je pense, très importante pour l'Assemblée, c'est quelle est l'influence possible des pays en développement sur l'évolution des normalisations et comment c'est géré, quels sont les enjeux éventuels de leur participation, comment on les aide à participer. Je vous redonne la parole. Oui, c'est un champ d'activité qui est en train de, de se développer au niveau de la participation des pays francophones aux travaux de l'ISO. En fait, ce qu'il faut faire, si on décide de participer, admettons qu'on revient avec notre exemple des fabrications des toilettes non reliées aux égouts. À ce moment-là, les pays qui souhaitent participer à l'élaboration de cette norme-là vont répondre à l'ISO qui veulent être un membre participant. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils mettront en place dans leur pays un comité miroir de la norme, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place un comité qui fera appel aux parties prenantes, euh, soit les fabricants, les utilisateurs et les experts du sujet, et ils vont ensemble regarder les premiers jets de la norme et les commenter et émettre la position nationale lors des réunions internationales. Alors, c'est la façon de fonctionner.
Évidemment, les pays en développement ont des moyens plutôt limités et doivent sélectionner leurs sujets et les normes sur lesquelles ils participent. Euh, le réseau normalisation francophonie a pour objectif de mettre en place ce type de projet-là et à les financer pour favoriser la participation des pays francophones en facilitant la mise en place des comités miroirs et en fédérant les outils de travail en français. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'au niveau de la normalisation internationale, les travaux se font en anglais. Et c'est une chose d'être capable de suivre une conversation, c'en est une autre que d'émettre une idée fine en langue anglaise. Donc ça aussi, c'est des moyens qu'il faut mettre en place là, au niveau pour faciliter la participation des pays francophones. Donc, c'est de mieux en mieux. Il y a plusieurs pays qui ont plusieurs comités actifs. Vous pouvez aller voir sur le site de l'ISO et vous serez à même de voir votre organisme de normalisation, dans quelle norme il a décidé d'être actif. Donc, mais il faut vraiment continuer nos efforts là, pour fédérer les outils pour favoriser la participation des francophones. Alors, oui, merci beaucoup Marie-Claude. Et enfin, dernière question, c'est quelle est la compétence des organismes de certification en matière de droit social? Voilà, dans la mesure où c'est vrai que auditer un système de ressources humaines, c'est des difficultés d'une nature particulière. Je vous rends la parole pour répondre. Merci. Alors, je pense qu'il faut différencier au niveau des organismes de certification qui seraient accrédités selon la norme 17025 et les autres. Euh, il faut voir que si on parle d'une organisation qui est accréditée, l'organisme d'accréditation, dans ce cas-ci, admettons qu'on demande une accréditation pour un programme de certification X en responsabilité sociétale des organisations. L'organisme accréditeur va vraiment s'assurer que l'organisme de certification a les compétences nécessaires pour évaluer les critères. Donc, que les auditeurs sont bien formés, qu'ils ont les CV appropriés, etc. Si on est avec un organisme de certification qui n'est pas accrédité selon la norme 17025 de l'ISO CEI, à ce moment-là, ben, il faut se fier à la réputation de l'organisme de certification et à son background et à son curriculum. Il n'est pas validé par un tiers. D'accord. Alors moi, je vais me permettre aussi une autre question. Et après on reprendra. Donc vous parliez donc des certifications enfin je ne sais plus d'ailleurs si c'était les certifications, les audits. Enfin bon, c'était peut-être plutôt des vérifications, enfin audits ou je ne sais pas comment on les appelait, de second rang, de seconde partie, de tierce partie. Oui. Et que pensez-vous? Alors c'est vrai, moi j'ai vu plusieurs entreprises qui réinternalisaient beaucoup des audits. Et je me demandais ce que vous pensiez de ces audits donc dits de seconde partie. Merci pour la réponse. Ben, écoutez, ce sont des audits très valables qui ont été faits selon des critères tout à fait qui sont déterminés par l'acheteur. Donc, souvent, si on regarde les grands acheteurs là, de produits alimentaires, etc., ils développent une expertise en termes d'audit là, qui est assez pointue parce que, évidemment, c'est eux qui vendent aux consommateurs et ils veulent s'assurer que les produits qu'ils mettent en place, si on prend l'exemple des produits alimentaires, sont bien salubres. Donc, on peut vraiment se fier à ces audits là, parce que c'est vraiment la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Et ça répond à... D'accord, d'accord, très bien. Oui, c'est sûr. Ouais, quand c'est sur des critères de qualité, oui. Après, moi, je voyais c'était plutôt sur des critères, sur des audits sociaux et environnementaux. Intuitivement, je me dirais que ça n'a pas forcément la même valeur qu'un audit fait par une tierce partie. Ah, là, En c'est même temps, sûr. ce que disent les Oui, entreprises, ce que disent ouais, mais les entreprises qui... Oui, allez-y.
Mais de plus en plus, vous avez tout à fait raison, Joël, mais de plus en plus au niveau des critères sociaux et de travail des enfants ou de conditions, etc., on a vu plusieurs grandes marques qui ont dû gérer des crises importantes parce qu'ils avaient Ouais. mal évalué, hein. Donc, de plus en plus, les critères se resserrent pour eux aussi. Mais souvent, ça peut être plus facile d'aller chercher une tierce partie pour faire ces évaluations. Ouais, non, tout à fait. Mais là, bon, là, c'est peut-être un sujet pour un autre webinaire, mais c'est de voir justement, vraiment d'essayer de bien comprendre la crédibilité en fait des certifications et des normes RSE, quoi. Voilà. Bon, je propose qu'on continue très bien sur ce. Et pour votre partie donc sur ISO 26000, la parole est à vous. D'accord. Alors, la dernière partie, rapidement sur ISO 26000, étant entendu que vous allez avoir un webinaire prochainement qui vous expliquera plus en détail, je vous précise rapidement ici quelle est cette norme-là, ISO 26000. Comme je vous le soulignais tout à l'heure, elle émane d'une demande des groupes de consommateurs. Le comité consultatif des consommateurs de l'ISO, c'est lui qui a demandé à l'ISO de mettre en place un cadre de référence international pour venir établir une compréhension pertinente et commune au niveau mondial de ce qu'est la responsabilité sociétale. Donc, ISO 26000 est vraiment la première norme de consensus international qui est venue définir ce qu'on entendait par la responsabilité sociétale des organisations. C'est une norme qu'on dit d'application générique parce qu'elle s'applique à toute organisation. Donc, des entreprises, des municipalités, des associations, gouvernements, que soit sa taille ou sa localisation, en fait, il suffit de mettre en application ces principes avec les lunettes de notre organisation. Donc, si on a une petite organisation, on ne complique pas les choses inutilement, on y va avec les moyens que l'on a. Alors, comme je le soulignais, c'est une norme qui a été établie par consensus entre les pays. C'est une norme qui a bénéficié d'un règles et procédures d'élaboration qui ont été passablement différentes des autres normes parce que compte tenu qu'on parlait d'équité, de développement durable, de responsabilité sociétale des organisations, on a vraiment mis en place un comité multipartite pour s'assurer là, que la représentativité des parties prenantes était la meilleure possible. Donc, il y avait plus de 400 experts dans 99 pays qui ont travaillé à l'élaboration de cette norme-là. Ici au Québec, le Bureau de normalisation du Québec ainsi que le Conseil canadien des normes, on a eu la chance d'accueillir l'avant-dernière réunion de travail de ce groupe d'experts-là. Et pendant toute une semaine, ils sont venus travailler ici à Québec. Et je peux vous dire, peut-être qu'il y en a parmi vous dans le webinaire qui ont eu la chance de travailler au sein de ce comité de normalisation-là. C'était phénoménal de voir le travail qui a été abattu en une semaine sur les différents points de la norme. Ensuite, c'est un moyen de fixer des règles de concurrence responsable. Alors, on est venu avec la norme ISO 26000 clarifier les concepts puis aider les organisations à aborder leur responsabilité sociétale vraiment en mettant une détermination commune et en mettant des repères établis par consensus international. Alors ici, rapidement, l'ISO 20000, l'essentiel, l'ISO 20000, elle est mise en place un peu comme toutes les autres normes de l'ISO. Donc, on a le premier article 1 qui est la définition euh, des termes, l'application, hein, de quoi on parle. Donc, ici, on parle de responsabilité sociétale des organisations. L'article 2 va venir définir les termes et définitions qui sont utilisés dans la norme. Je peux vous dire que cet article 2-là a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les différents comités de travail de rédaction. Parce que les termes, c'est la base hein, d'une norme. Il faut vraiment s'entendre sur la définition d'un mot. Après coup, il faut aussi le traduire hein, dans d'autres langues. Donc, d'ailleurs, la francophonie avait un French Task Force pour parler français qui travaillait et qui veillait au grain pour s'assurer là, que ces termes et définitions-là tenaient la route dans leur traduction. Ensuite, on a l'article 3 où on vient vraiment préciser de quoi on parle,
quand on parle de responsabilité sociétale des organisations. L'article 4 est venu vraiment aussi préciser tous les principes de responsabilité sociétale. Donc, euh, redevabilité, transparence, comportement éthique, reconnaissance des intérêts des parties prenantes, respect du principe de l'égalité, prise en compte des normes internationales de comportement, respect des droits de l'homme. Donc, ce sont tous des principes. On est venu vraiment camper que le reste de la norme devait se lire à la lumière de ces principes de responsabilité sociétale-là. Ensuite, à l'article 5, on est venu mettre les deux fondamentaux de la responsabilité sociétale, donc identifier sa responsabilité sociétale comme organisation. Donc, on doit d'abord faire un diagnostic de euh, quelle est la responsabilité sociétale qu'on doit avoir comme organisation et qui sont les parties prenantes avec qui on a des dialogues dans le terme de nos relations d'affaires. Et puis ensuite, l'article 6 qui est venu mettre en place 7 questions centrales de responsabilité sociétale. Donc, on est venu parler de gouvernance, de droits de l'homme, de relations et conditions de travail, d'environnement, de loyauté de pratique, de questions relatives aux consommateurs, de communauté de développement local. Et ensuite, l'article 7, lui, est venu préciser comment les autres articles et notre mise en place de cette démarche de développement, de responsabilité sociétale des organisations dans une organisation se met en œuvre. Donc, M. Mazot aura l'occasion de vous définir ça plus en détail. Alors, c'est une norme d'application volontaire non contraignante qui est complémentaire et compatible avec les autres normes ISO 14. Là, j'ai mis 14001, 9001, c'est des vieux réflexes. C'est 14000 puis 9001. Je vois une petite erreur. Avant, on les appelait, ils étaient déclinés en d'autres numéros, puis j'ai pas suivi. Alors, c'est une norme de recommandation. Le ISO 26000 est une norme qui permet d'alimenter la réflexion stratégique des organisations au regard des autres normes de système de management de l'ISO. Mais il est important de préciser, contrairement au sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, ce n'est pas une norme qui est destinée à la certification. Elle n'est pas montée comme une norme de système de gestion. Et ça a été largement débattu lors des négociations. C'était une volonté ferme des pays, en tout cas pour une première mouture, de ne pas mettre cette norme-là écrite en termes de certification, euh, parce qu'on voulait vraiment que ça soit un guide, un premier guide qui vient jeter les bases, en fait, de la norme, de la responsabilité sociétale des organisations. Donc, à sa lecture, vous pourrez voir qu'elle est rédigée en termes, on ne va pas voir dans sa rédaction l'entreprise doit faire telle chose ou doit faire telle autre chose, mais on va plutôt préciser il convient de prendre en compte euh, tel type de critères. Donc, ça, c'est bien, bien, bien important, là. Si vous voyez qu'une entreprise est certifiée ISO 26000, posez-vous des questions parce que ce n'est pas possible et pas permis. Mais, comme la nature a horreur du vide, il y a quand même de multiples logos de reconnaissance qui voient le jour de par le monde parce que, bien évidemment, une fois qu'on a pris en compte la lecture de la 26000, puis qu'on a convaincu notre haute direction et qu'on a décidé de l'implanter, on a envie, comme organisation, de se faire reconnaître ou de se faire évaluer par une tierce partie. Donc, ici, rapidement, il y a plusieurs logos, labels, certifications qui ont vu le jour. Puis, je n'ai vraiment pas pour prétention d'être exhaustive là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Label RSE Afrique, euh, BNQ 21000 au Québec, on est venu mettre en place. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site BNQ 21000 où vous avez une panoplie d'outils, notamment pour les PME, pour vous aider à intégrer une démarche de développement durable dans les organisations. La FAC 26000 de l'AFNOR, qui est une évaluation très sérieuse et exhaustive du développement durable. La BCS 26000.
le label Lucie, CAP 26 000 de Bureau Veritas, le label CEGM du Maroc, le label ESR du Luxembourg, et pour ne nommer que ceux-là. Donc, comme je vous dis, moi, je ne les connais pas tous non plus. Je les ai trouvés comme ça au fil de mon expertise et de ma carrière, mais juste pour vous dire que petit à petit, bien que la ISO 26000 précise nommément que ce n'est pas une norme qui est certifiable, plusieurs labels et évaluations ont vu le jour. Alors, les étapes de mise en œuvre d'une démarche à RSE, M. Mazot va en parler, mais juste rapidement comme ça, avec l'expertise qu'on a en normalisation, euh, et sans aussi pour avoir pour prétention d'avoir un seul modèle exhaustif, la première chose qu'il faut pour mettre en place une démarche RSE dans une organisation, c'est d'avoir la motivation et un engagement ferme de la direction. Sans ça, on ne peut pas décliner et faire percoler une démarche ou une culture RSE de façon transversale dans une organisation si on n'est pas appuyé par la direction. Ensuite, avoir une bonne auto-évaluation de nos pratiques. La norme ISO 26000 le précisait. Y inclut les parties prenantes avec lesquelles on transige. Et là aussi, il y a toutes sortes d'outils qui existent dans les pays pour nous aider à faire ces diagnostics-là. Ensuite, ça prend une bonne planification et priorisation des actions qu'on mettra en œuvre dans notre organisation. Et évidemment, s'ensuit une mise en œuvre cohérente et structurée avec un comité de travail chargé de le faire. Et en dernier lieu, ne jamais sous-estimer la communication interne de notre démarche et la communication externe qui doit être faite selon des bases très rigoureuses et sérieuses et de façon authentique. Et vous avez planté une norme. C'est ce que ça revient, je pense, à une question qui m'a été posée un peu plus tôt. Comment on fait pour ne pas avoir des coûts astronomiques et se retrouver avec un système monstre de gestion de cette norme-là? Première des choses, considérez la norme comme un outil. Une norme, c'est un outil de gestion comme vos autres outils de gestion. Elle ne doit pas être prise comme une loi ou appliquée comme une loi ou appliquée pour satisfaire la norme. Elle doit être à votre service. Une norme, c'est générique, c'est adaptable à l'entreprise et c'est pas le contraire. C'est pas l'entreprise qui doit s'adapter à la norme, c'est la norme qui doit s'adapter à votre entreprise. Alors, vous avez le loisir d'être créatif dans votre façon d'appliquer la norme et de mettre des procédures qui sont souples et qui sont au bénéfice de votre productivité. Profiter du caractère générique de la norme parce qu'elle laisse beaucoup d'espace pour la liberté, la créativité et la souplesse. Et en dernier lieu, la norme, elle est à votre service. Les normes de système de gestion sont là pour vous satisfaire prioritairement, vous et votre client, et non pour satisfaire l'auditeur. Si vous décidez de mettre en place une norme pour respecter le cahier de charge de l'auditeur, vous faites fausse route. Vous devez d'abord décider de mettre en place une norme parce qu'elle est au service des orientations d'affaires que vous vous êtes données. Et c'est comme ça que vous allez en faire un outil profitable et productif pour votre organisation. Il faut donc le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour donner de la valeur à votre organisation, à votre produit, à votre service, et pas pour satisfaire un auditeur lors de sa visite annuelle. Sinon, vous allez trouver pour les autres jours de l'année que la norme est bien lourde à porter dans votre organisation. Voilà, ça termine ma présentation. Des questions? Eh bien, merci beaucoup Marie-Claude pour cette présentation très complète et précise sur la norme et la certification.
Alors, nous avons une question d'Evelyne Picheneau donc j'appelle aussi les autres participants à nous faire part de leurs questions, donc s'ils en ont. Il nous reste encore 8 minutes pour tenir dans les temps. Donc en plus,